Les hiérarchies, les discriminations qui se sont construites dans le passé ne sont pas totalement éteintes et perdurent. Elles perdurent. Je sais que j'ai fait l'expérience depuis avec des gens qui étaient quand même racistes. Quand on leur dit que quelque part leurs aïeux, père, grand-père, ça dépend de l'âge, arrière-grand-père, ont été formés à l'école de la République, et que enfants, ils avaient à apprendre des leçons sur la supériorité de la race blanche de la civilisation européenne, et que on imagine facilement que ça a été transmis de génération en génération, et qu'eux sont l'aboutissement, une résultante de cette transmission, ça perturbe, et ça fait poser des questions. Donc, ce qu'on aimerait, c'est que ça se développe, cette pédagogie de la construction de la race pour la déconstruire. Ça éviterait certainement pas mal de violences, certainement inutiles. On en est à des blancs qui s'agenouillent devant les noirs. On en est là aux États-Unis. Avec Quoi, devant les noirs, excusez-moi. Qui veulent l'humanité. Ils leur demandent pardon. Oui, mais on en est là. Sous la Troisième République, l'école instruit les enfants dans l'idée de la supériorité de la race blanche et de la civilisation européenne. Des écoliers devenus adultes deviendront des soldats ou des administrateurs coloniaux accomplissant leurs devoirs sans état d'âme. Par la leçon d'histoire à l'école, les enfants apprennent que de valeureux soldats sont venus libérer des peuples arriérés de leur sauvagerie, que les Européens leur ont appris à travailler, que des routes, des écoles et des hôpitaux ont été construits. La colonisation, c'est la civilisation. Tout cela sur fond de racisme naturalisé, banalisé. À partir de 1850, la hiérarchie raciale commence à être légitimée par les savants. Ainsi, au XXe siècle, on passera d'un racisme scientifique à un racisme populaire. Et on trouve souvent derrière ce petit racisme quotidien des explications qui sont plus biologiques maintenant, mais qui sont plus historiques ou culturelles. Voilà, leur culture est différente, l'histoire montre que, finalement... Ça passe, puisque même des politiques s'en sont servis pour en faire un héros, en disant voilà, la liberté d'expression. C'est que la liberté d'expression au prix de la non-liberté de certains de pouvoir vivre, tout simplement. Mais c'est quelque chose d'énorme. Et c'est vrai que là, il y a une hiérarchie dans les racismes. Une hiérarchie. À la place de noir arabe, il aurait mis juif. Une seconde après, il n'était plus à la télévision. Il n'y a pas de hiérarchie. Le crime, c'est le crime. Point. Quelle que soit la couleur de la peau, l'ethnie, l'origine, voilà. Mais le cas Zemmour, c'est quelque chose d'énorme. Et nous, ce qu'on a à dire, les historiens, je pense que là, pour le coup, je peux utiliser le collectif, c'est que l'histoire, elle ne prouve rien du tout. Et que la culture, elle montre rien du tout de tout ça. Je trouve que cette lutte contre ce petit racisme quotidien est vraiment, vraiment difficile à mener. Et pour le coup, la tâche de l'éducation, de la diffusion du savoir est importante. Même si, effectivement, ce sera, je pense, un processus qui va prendre beaucoup de temps. Non andare via, puoi dimenticare, puoi dimenticare tutto il tempo che sanno già non esiste più, tutti malintesi, uccideva in noi la felicità, non andare via, non andare via. Io ti offrirò perle di pioggia venute da dove non piove mai. Aprirò la terra giù fino nel fondo per coprirti d'oro e di luce. E ti porterò dove non c'è più quello che tu cerchi e quel che tu vuoi. Non andare via, non andare via, non andare via. Bonjour Clément Thibault. Bonjour. Donc je suis maître de conférence en histoire contemporaine et plutôt spécialiste d'une aire géographique particulière qui est l'Amérique latine. Et si on va un peu plus en approfondi, je m'intéresse plus spécifiquement au XIXe siècle, à l'époque des indépendances. Donc toutes les questions qui ont trait à l'esclavagisme et à l'abolition aussi de la société esclavagiste m'intéressent particulièrement parce que c'est une question qui a concerné mon objet d'étude.
c'est un projet inédit ou bien il y a eu déjà des projets de cet ordre en collaboration avec des structures associatives? Disons qu'il y a toujours eu des conférences avec des structures associatives, mais plus, disons, savantes, plus consacrées à l'histoire, plus spécifiquement. Par contre, des conférences qui sont liées à des structures associatives comme la vôtre, qui ne sont pas organisées par les étudiants directement, je pense que c'est, oui, sans doute une des premières fois à ma connaissance, en tout cas au département d'histoire. Sarò solo l'ombra della tua ombra, della tua mano. Notre rôle, c'est effectivement c'est écrire des livres, mais c'est aussi d'essayer d'éclairer certains aspects qui demeurent un peu dans l'ombre et dans l'obscurité, parce qu'il y a toute une culpabilité qui est liée à ça, parce que parfois il y a certaines questions qui n'émergent pas dans la conscience collective, et les historiens sont des citoyens comme les autres. Donc je tiens beaucoup vraiment à ce rôle scientifique, écrire des livres, essayer d'être objectif, les documents, tout ça, ça me paraît très important. Après, il faudrait que ces connaissances soient mieux diffusées. Et ce qu'on constate, c'est qu'il reste beaucoup de préjugés qui sont liés à l'ignorance. Et cette ignorance, c'est pas uniquement le défaut d'information, c'est aussi c'est tout un ensemble de préjugés qui perdurent. Envers et contre tout. Alors, effectivement, il y a une tâche d'éducation qui nous échoit, mais il faut essayer de comprendre aussi pourquoi il y a tant de résistance par rapport à ce qui semble être un discours de raison, qui est un discours officiel de notre République, qui est l'égalité de tous les hommes devant la loi, l'égalité naturelle de tous les hommes depuis la Révolution française. Pourquoi finalement cette idée qui est très simple a tant de mal à être acceptée dans la vie courante, dans la vie quotidienne, dans le monde du travail, voilà. Donc tout ça évidemment nous interroge en tant qu'historiens. Et puis on peut tracer la généalogie, on peut faire l'histoire de tout ça. L'histoire de tout ça. Noir que de l'indigénat. Le 15 avril, le 29 mars. Oui. Ici même à Oui. Rapidé. Si tu as un mail, moi je peux te l'envoyer. Ceux qui ont parcouru ou qui ont jeté un coup d'œil sur le fly, comment est-ce qu'ils le reçoivent comme ça? Je pense qu'ils sont très contents, notamment les étudiants les plus actifs dans les associations, ils sont particulièrement heureux que ces thématiques soient abordées dans le cadre de grandes conférences. Voilà. Merci, bonne journée. Au revoir. Alors ça, je trouve ça vachement étonnant quand même. Bon, ça va comme ça? C'est bon. C'est bien, ça suffit. Que l'université s'ouvre aux associations et puis aussi aux scolaires, un public un peu plus large. Au grand public, ça fait plaisir à tout le monde parce que ça fait sortir un petit peu le savoir de sa coquille. C'est toujours notre problème, c'est-à-dire on fait des choses qui sont sans doute très intéressantes, passionnantes, mais parfois on a un petit peu de mal à aller vers le public. Et là, tout le monde est très content, les étudiants en premier, qu'il y ait un petit peu d'air frais comme ça qui rentre à l'université. On aille un jour dans des cités de banlieue, dans des quartiers dits sensibles, et qu'on fasse quelque chose à la portée des jeunes, des moins jeunes, de tout le monde, pour que justement on fasse voir que connaître l'histoire, connaître le passé, ça permet justement de percuter le présent et de s'approprier l'avenir. Et pour montrer combien c'est important aussi que les associations soient présentes à l'université, parce que l'université est censée produire un discours de vérité, il faut bien voir que dans le passé, le discours scientifique légitimait le racisme, légitimait l'infériorité de certaines populations. Au nom de la science, on mesurait les crânes, au nom de la science, on faisait des hiérarchies entre les peuples. C'était un discours qui était parfaitement reçu, qui était diffusé, qui était tout à fait légitime. Qui est attaché à des noms comme Haeckel, même les théories de Darwin ont été recyclées pour justifier l'infériorité des Africains, l'infériorité des Méditerranéens par rapport aux Nordiques, etc., etc. Donc le discours scientifique, il doit avoir un peu de distance par rapport à lui-même aussi, parce que ce discours scientifique se cherche et en construction.
Et les historiens, les sociologues, les anthropologues font partie d'une société et partagent en grande partie les préjugés d'une société donnée. Donc il faut aussi prendre ça en compte. Hein. Je pense que les militants et tous ceux qui portent une parole plus politique et une exigence éthique ont tout à fait leur rôle à jouer, aussi pour questionner les certitudes du discours scientifique, parce que il a varié beaucoup, il y a parfois légitimé des choses inacceptables, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, mais disons dans le cadre d'une dynamique, d'un questionnement, par exemple aux États-Unis, pourquoi dans les cursus d'histoire on s'intéresse tout autant à l'histoire de l'Égypte, l'histoire de l'Afrique, l'histoire de l'Amérique latine que l'histoire de Rome, de la Grèce? C'est parce que les étudiants afro-américains, les étudiants d'origine asiatique réclament aussi des cours dans ces matières-là. Alors, les États-Unis, évidemment, ont une tradition occidentale qui est importante, mais il y a aussi d'autres populations qui ont d'autres origines et qui ont d'autres histoires. Ça me paraît... Comment est-ce que vous interprétez les commémorations? Ces commémorations, elles me paraissent très utiles si elles donnent lieu à une véritable réflexion sur ce qui s'est passé et sur la présence du passé dans le présent. Qu'est-ce qu'on doit faire de ce passé-là? Et ce passé qui n'est pas tout à fait passé. Les commémorations pour elles-mêmes m'intéressent modérément, c'est-à-dire la mémoire est importante sans doute, mais en tant qu'historien c'est plutôt l'histoire évidemment qui m'intéresse, comme différent de la mémoire. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on pourrait appeler la percolation de ce passé, du passé colonial, de ce passé de violence dans le présent, et notamment à travers l'existence du racisme. L'existence du racisme actuellement, il peut s'expliquer que par une longue explication historique qui remonte à l'histoire de l'esclavage et qui remonte encore plus loin à la notion de pureté de race, etc. Donc il faut que cette histoire soit non seulement revisitée de façon permanente par de nouvelles générations d'étudiants, mais aussi qu'elle se diffuse pour que finalement le racisme diffus qui existe en France quand il n'est pas ouvert, et qui rappelle beaucoup les formes de racisme qui existent en Amérique latine que je connais, où par exemple les Brésiliens diront il n'y a pas de racisme au Brésil, sauf que c'est un racisme assez diffus, assez subtil finalement qui ne s'avoue pas, et qui évidemment est lié à l'histoire du Brésil, à l'histoire de la France, et à toute une série de non-dits sur notamment l'histoire coloniale qu'il faut, je pense, travailler, faire émerger. Il faut écrire l'histoire globale d'une autre façon, évidemment en insistant beaucoup sur la traite atlantique, les torts des Européens vis-à-vis des espaces extra-européens, mais en essayant aussi de replacer les peuples non européens dans cette histoire-là. Et non pas uniquement comme des peuples passifs, des peuples qui subissent uniquement le joug de l'histoire qui serait imposée par les Occidentaux, par les Blancs, mais faire droit à ces histoires, cette histoire plurielle. Je pense qu'on est tous engagés dans ces... Enfin, moi, ça me tient particulièrement à cœur de montrer précisément que, au-delà de cette histoire de l'expansion européenne, il y a aussi une histoire des Amérindiens, il y a une histoire des Africains qui est indifférente de tout ça, une histoire asiatique. Il ne faut pas être pressé, mais il faut aller assez rapidement. La diffusion du savoir. Revenir aux Lumières, mais pas les Lumières du XXe siècle, les fausses Lumières du XVIIIe, parce qu'il y avait quand même un éclairage très particulier. Les vraies Lumières, c'est-à-dire reprendre, se réapproprier le savoir et le savoir-faire, cet héritage qui appartient à tout le monde, mais qui est confisqué par l'humanité. Et qui fait que, ben voilà, on en est là aujourd'hui. Alors moi je voulais rebondir un peu sur ce que tu disais, Peter, à propos des êtres humains, c'est des revendications des Noirs notamment comme êtres humains. C'est qu'il y a une idée qui est souvent colportée, qui consiste à dire que finalement on ne considérait pas les Noirs ou les minorités, les Indiens en Amérique comme des hommes. Et d'une certaine façon c'était vrai, mais on peut tout aussi bien maintenir la thèse inverse, c'est-à-dire que de tout temps et toujours,
ceux qui exploitaient savaient bien que ceux qu'ils exploitaient étaient bien des hommes. Toujours. La preuve, c'est qu'on pouvait leur parler, c'est qu'ils répondaient. La preuve, c'est qu'ils pouvaient se marier légitimement. On n'interdisait pas les mariages, même si c'était interdit par la loi, ils se réalisaient quand même. Et la preuve, c'est qu'on prenait la peine de les évangéliser. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une contre-histoire qui est moins désespérante de l'esclavage, de l'exploitation des Noirs et des minorités, qui est la résistance des Noirs à l'esclavage notamment, qui est que finalement, ces minorités qui ont été exploitées ont toujours rappelé, d'une façon ou d'une autre, qu'elles faisaient partie de l'humanité commune. Et je pense que ça fait partie de l'exigence démocratique minimale que de faire droit et de reconnaître aussi ces droits des minorités. Parce qu'il y a certaines personnes, républicains, égalitaires, un peu stricts, qui disent les droits des minorités c'est pas bien parce que ça rompt l'égalité démocratique. Et qu'est-ce que c'est que l'histoire de la démocratie? C'est au départ des citoyens propriétaires qui sont les seuls à pouvoir voter, à être élus. Ensuite, les artisans ils disent mais nous aussi on est des citoyens, on veut voter. Ensuite les ouvriers disent mais nous aussi on est des citoyens, on est des êtres humains, on est citoyens, on veut voter. Puis les femmes disent mais nous aussi on est des êtres humains, on veut voter. Et cet approfondissement de l'exigence démocratique, elle conduit tout naturellement au fait que effectivement ceux qui les Noirs, les indigènes, etc., sont aussi des êtres humains, et ça a toujours été reconnu d'une certaine façon. Et ils réclament des droits, et je pense que c'est tout à fait légitime. Et donc ces commémorations, c'est aussi, sans doute, une occasion pour nous rappeler qu'il y a cette dialectique que tu soulignais entre une condition particulière, le fait d'être une femme, et une condition commune qui est notre commune humanité qui se retrouve dans la citoyenneté et qui nourrit cette dynamique démocratique. Donc pour moi, ces commémorations, c'est le moment aussi de nous souvenir aussi que la démocratie reste ouverte et qu'elle reste à approfondir. Et que ce souvenir de cette histoire-là, c'est pas uniquement pour fleurir des monuments et pour manifester une passion antiquaire, disons, pour le passé, maniaque pour le passé, ou même seulement pour revendiquer des droits, c'est dans l'histoire naturelle de la démocratie et de l'approfondissement des droits de chacun. Et c'est pour ça que je trouve ça extrêmement important. Et c'est pour ça que ça me paraît, ces revendications de reconnaissance me paraissent tout à fait légitimes et pas du tout réactionnaires ni rien comme ça. De toute façon, s'inscrit dans le droit français, dans la législation française, un arsenal juridique, législatif, normatif nouveau qui pose très clairement le fait, la qualification de ce crime contre l'humanité. Le Code noir dit quoi? La loi le veut. Nous avons affaire à un esclavage qui est régi, voulu, porté, documenté, rétribué, n'est-ce pas, grassement financé par l'État. C'est un État qui veut que